Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Christian Coye. Il est président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et il est venu jusqu'à nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Christian Coye, beaucoup de sujets pour le département des Côtes-d'Armor. On ne pourra pas tous évidemment les évoquer ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Mais je voulais qu'on commence ce matin par l'Ukraine. On en parle beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5. On en parlait encore ce matin à 7h20 avec Sergueï Jimenov, notre invité. J'aurais voulu que vous nous parliez, Christian Coye, des aides du département vis-à-vis des Ukrainiens, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis des associations aussi qui aident les Ukrainiens. Oui, tout d'abord dire que c'est un conflit qui se prolonge et qui entraîne évidemment tout un pays dans d'énormes difficultés. On le voit aujourd'hui à travers les bombardements et nous sommes en plein hiver et donc les Ukrainiens souffrent beaucoup de ce conflit. Le département des Côtes-d'Armor est mobilisé depuis le début de ce conflit à travers plusieurs dispositifs. Tout d'abord, nous avons une association en Pologne qui s'appelle l'association Warmii Mazuri. Et il nous a semblé utile de passer par la Pologne pour aider les Ukrainiens, parce qu'on n'a pas été sans remarquer que beaucoup d'Ukrainiens se réfugiaient en Pologne et que donc ce pays avait besoin d'être aidé pour favoriser l'accueil des Ukrainiens. Et donc avec l'association Warmii Mazuri, nous intervenons en direct sur les territoires pour faciliter l'intégration des Ukrainiens pendant ce conflit. Deuxième action du département, c'est aider une association qui s'appelle Reporters sans frontières, puisque, évidemment, c'est important aussi que les journalistes et les reporters puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, nous avons souhaité également faire en sorte que cette association puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Sur le département des Côtes-d'Armor lui-même, on intervient, si je puis dire, à travers nos compétences aussi, puisque nous sommes compétents sur les collèges et nous disposons d'un certain nombre de logements de fonction. Et dans ces logements de fonction, il y a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Donc nous les avons fait rénover pour pouvoir mettre ces logements de fonction à disposition des Ukrainiens qui arrivent sur le département des Côtes-d'Armor. Alors, de mémoire, je crois savoir qu'il y a à peu près 800 Ukrainiens sur le département et le département essaye aussi de fédérer les actions avec des associations pour faciliter leur intégration dans le département. On le fait au niveau social, évidemment, à travers nos compétences, mais on le fait aussi en interaction avec les associations départementales. Voilà, donc l'accueil des Ukrainiens, l'aide aux Ukrainiens. Je souhaitais que l'on commence par ce sujet parce qu'il est important, évidemment. Plus encore avec ce téléphone qu'on entend. C'est Twitter qui se rappelle. Ça me rappelle à l'ordre. Voilà, il faut couper le téléphone. Elon Musk est parmi nous. On soulignait l'importance, en fait, de recevoir les Ukrainiens, de les aider dans ces moments très compliqués, dans cette guerre. On ose à peine prononcer le terme. Autre sujet tout à fait différent, les contrats de territoire. On va en dire deux mots parce que c'est important pour le fonctionnement du département, pour le fonctionnement des communes, pour le fonctionnement des EPCI aussi. Est-ce qu'on peut en dire un mot de ces contrats de territoire? En quoi ça consiste? On peut même en dire plusieurs d'ailleurs, puisque le contrat de territoire, c'est un dispositif très important pour les communes, les intercommunalités, et pour nous, on y voit aussi un outil d'aménagement du territoire. Et donc notre démarche se veut une démarche démocratique, tout d'abord, puisque avec la mise en œuvre de cette troisième génération de contrats de territoire, on a associé toutes les communes du département donc à la réflexion, et on a pris en compte un certain nombre de propositions qui nous étaient faites par les communes. Ce sont 13 réunions qui ont été ainsi opérées sur tout le premier semestre 2022, et le dispositif a été arrêté lors de la session du 20 juin dernier. Et donc cette fois-ci, on a décidé pour la période 2022-2027 de contractualiser directement avec les communes sans passer par les intercommunalités, puisqu'on n'avait pas été sans remarquer qu'il y avait eu un peu de friture entre les intercos et les communes lors de la précédente génération de contrats de territoire. Donc on contractualise en direct
Et puis, évidemment, on essaye de faire en sorte que nos préconisations soient mises en œuvre également. D'abord, dire que le montant passe de 60 à 72 millions d'euros, plus 12 millions d'euros donc à investir. C'est considérable. C'est considérable hein, à l'échelon du territoire. Deuxième chose, les communes ont toute la mandature pour mettre en œuvre ce nouveau contrat de territoire. Alors ce contrat de territoire, il a aussi une dimension, outre la dimension démocratique, évidemment une dimension écologique. Puisque dans les dispositions qui sont mises en place, on prend en compte la capacité de captation de CO2 sur chacune des communes dans les critères qui sont pris en compte. Et puis, il y a une dimension également sociale, puisqu'on tient compte évidemment du taux de pauvreté de chacune des communes, et on tient compte également de la capacité financière de chacune des collectivités dans ce dispositif. Donc tout ceci donne une répartition donc, entre les différentes communes, et ce que l'on souhaite, évidemment, c'est que on renforce la transition écologique dans les projets qui sont mis en œuvre sur les territoires. Ça, c'est la partie commune. Alors, il y a la partie interco, si vous voulez. Alors justement, l'intercommunalité, à quel moment elle intervient dans ce dispositif, puisque vous avez un peu éloigné, pardonnez-moi, c'est peut-être un terme un peu trivial, mais vous avez un peu éloigné les intercos justement de ces contrats passés directement avec les communes maintenant? Alors on ne les a pas éloignés, on a différencié les communes des intercommunalités. Et donc pour les intercommunalités, notre souhait était de travailler avec la région, pour essayer de faire en sorte d'avoir un accord, donc EPCI, département et région. Donc les travaux se poursuivent parce qu'il se trouve que la région n'avait pas la même temporalité que nous, et donc le contrat de territoire interco, région, département devrait se mettre en œuvre donc en 2023. Présentation du dossier au mois de juin 2023 au niveau du département sur la période donc 2023-2027. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une année de transition, une année transitoire sur l'année 2022 avec 5 thématiques qui ont été identifiées et principalement axées sur la transition écologique. Alors justement la transition écologique, vous en parlez, on va en parler effectivement parce que c'est quelque chose aujourd'hui d'important lorsque l'on voit par exemple l'été que nous avons passé avec ces changements climatiques, la forêt qui a brûlé en Bretagne, on est dans une réalité de changement climatique. Comment un département comme les Côtes-d'Armor peut apporter sa petite pierre, et il n'y a rien de péjoratif, sa petite pierre à l'édifice pour essayer de trouver les bonnes pratiques, pour essayer de passer ce cap du changement climatique puisqu'il est inéluctable? Oui, alors le département des Côtes-d'Armor a fait le constat qu'on n'avait pas forcément une ingénierie très développée pour accélérer sur la transition écologique. Et donc, lors de la dernière session, on a décidé de créer ce qu'on appelle une SPL, Société Publique Locale, avec le syndicat départemental d'énergie et avec le syndicat départemental d'adduction en eau potable, pour justement disposer de toutes ces compétences qui nous manquaient et pouvoir accélérer la transition écologique. Je prends quelques exemples qui vont permettre d'illustrer mes propos. Nous avons des aires de covoiturage un peu partout sur le département. Et bien à travers cette nouvelle structure, on va pouvoir accélérer dans la mise en place d'ombrières, par exemple, sur les aires de covoiturage. On sait que les véhicules thermiques ne devrait plus être fabriqué à partir de 2035, c'est demain. Et donc, si on veut avoir les infrastructures nécessaires, il est nécessaire d'aller rapidement sur la mise en place de prises électriques. Et donc, nous avons des maisons du département, nous avons un certain nombre de parkings où nous allons pouvoir développer la mise en œuvre de ce dispositif. Et puis, le département a ses propres bâtiments départementaux. Le département a aussi des collèges. Et donc, sur ces bâtiments, il nous est possible de développer du solaire, il nous est possible de développer un certain nombre d'instruments comme cela. Ça, c'est la vision à moyen terme qu'on se donne. Mais quand on parle de transition écologique, on parle aussi de sobriété écologique. Alors, j'allais y venir, parce qu'on parle beaucoup, Christian Coaille, de ces possibles coupures d'énergie. Depuis ce matin, on nous fait un peu peur en nous disant, ça y est, on va passer en alerte, si je peux employer le terme,
terme en alerte orange parce qu'il y a beaucoup de demandes d'énergie sur le réseau, donc de possibles délestages, de possibles coupures. Comment, pour un département comme les Côtes-d'Armor qui dispose de bâtiments, de beaucoup de structures, comment travailler justement pour essayer d'isoler les bâtiments, pour essayer de moins consommer, parfois des bâtiments anciens d'ailleurs, comment vous arrivez à résoudre en quelque sorte l'équation ? Alors sur le court terme, puisque j'ai parlé évidemment que le moyen terme, ce sont les investissements qu'on va développer à travers la SPLET, alors ça s'appelle la SPLET, hein, bon, la SPL, voilà, hein, à travers la SPL, mais nos propres investissements, évidemment, quand on fait un nouveau collège comme celui qu'on va démarrer à Guingamp très prochainement, évidemment qu'on est déjà dans une démarche très avancée au niveau isolation, au niveau économie d'énergie. Mais ça a un coût aussi, Christian Croix, c'est plus important qu'un, j'allais dire qu'un bâtiment ordinaire, comme on pouvait l'imaginer avant. Oui, mais c'est pour des économies futures aussi. Hein, et donc c'est important de préserver la planète, et donc on ne va pas y revenir à chaque fois. Donc quand on a un nouveau projet, on intègre toute cette dimension. Donc à court terme, évidemment, on s'inscrit dans le dispositif national qui est de réduire la consommation d'énergie. Alors au niveau du département, comment fait-on ? Eh bien, tout d'abord, on a pris des décisions immédiates d'investir pour changer un certain nombre de régulations donc de chauffage dans nos collèges ou dans nos bâtiments. On prend des dispositions également sur la consommation d'eau. Et parfois, c'est pas simplement l'économiseur qu'on met sur le robinet, c'est à l'entrée qu'il faut, je veux dire, sur la grosse vanne qui arrive, peut-être agir pour réduire un peu la pression d'eau. Donc, ça, ce sont des dispositions immédiates. On change un certain nombre également de menuiseries, évidemment, pour protéger, pour éviter que l'air ne s'échappe. Et donc, il y a des dispositions sur la ventilation également qui sont prises. Donc, ça, c'est du court terme. Mais il y a également la période de chauffe. On agit sur la période de chauffe. Donc, on a retardé de quelques semaines la mise en chaleur du réseau. Donc ça, ce sont les premières mesures, évidemment. Et puis, derrière, on essaye de ne pas chauffer ou de moins chauffer certains espaces. Je pense, par exemple, aux gymnases, donc, qui sont souvent des gouffres. Oui, qui sont énergivores. Énergivores. Et donc là, clairement, on réduit la température du chauffage dans des gymnases. Et dans certains, d'ailleurs, on ne les chauffe pas. C'est aussi un autre niveau, la pédagogie à faire vis-à-vis des costarmoricains, vis-à-vis des personnels, ils sont concernés également. Est-ce que vous avez le moyen justement de mener à bien cette pédagogie ? Est-ce que vous avez des canaux de diffusion ? Oui, alors il y a un challenge qui existe déjà depuis quelques années, qui s'appelle le challenge Cube, qui vise à faire de l'éducation donc à l'environnement. Donc on était en anticipation, si je puis dire, sur ce sujet-là. Et donc ça veut dire qu'il faut continuer par la voie de la pédagogie. Et donc en travail avec les directeurs, les principaux de collège et les enseignants, il faut agir pour former, informer les collégiens donc sur tout ce qu'il est possible de faire pour moins consommer d'énergie. Alors il y a aussi les plus précaires et le département a cette compétence sociale importante et qui a tendance à croître actuellement avec la crise. Comment le département intervient auprès des plus précaires, auprès des plus fragiles aujourd'hui ? Alors, le département, vous savez, a dans ses compétences, la compétence principale du département, ce sont les solidarités humaines. Et donc, dès notre arrivée, mais c'était le cas auparavant, il y a des dispositions qui ont été prises pour renforcer nos politiques de solidarité humaine. Cela s'est traduit par la création d'un certain nombre d'emplois pour renforcer nos dispositifs. Et évidemment, aujourd'hui, quand on regarde le domaine social, on regarde aussi le nombre de bénéficiaires de RSA, et on s'intéresse à ce qu'ils vont devenir. Et donc, le volet de notre action, il est à deux endroits. Le premier, c'est d'essayer de prendre en charge immédiatement une personne qui tombe au chômage. Aujourd'hui, le délai de prise en charge, il est de l'ordre de 66 jours. L'idée, c'est d'arriver à raccourcir dans ce dispositif pour arriver à 15 jours. Et le deuxième volet
Donc c'est d'agir sur les personnes qui sont depuis longtemps au RSA. Et il y a aujourd'hui 45% des bénéficiaires des RSA qui sont depuis plus de 5 ans donc dans les RSA. Donc là, on a un gros travail à faire avec nos partenaires. On s'attend aujourd'hui avec la modification de la loi sur l'assurance chômage à plus encore de demandeurs d'emploi qui vont tomber dans le système, pardonnez-moi du terme, il est un peu cru, il est un peu direct, mais dans le système RSA. Est-ce que ça va être supportable pour un département comme les Côtes-d'Armor? Parce que là encore, il va y avoir un coût. Alors, il y a un coût, forcément, mais si on développe ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une politique d'insertion, une politique de prise en charge rapide des bénéficiaires de RSA, et essayer de faire en sorte de sortir ceux qui y sont depuis un moment, je pense que là aussi, ça nous donnera des marges de manœuvre et des perspectives. Bon, on a la chance d'être dans une situation économique qui fait qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi, donc on a faculté, on a matière à agir. Voilà, donc mettre en corrélation la demande d'emploi, la formation et essayer de faire sortir ces demandeurs d'emploi de cette précarité finalement. Christian Coy, on va parler aussi des pêcheurs parce qu'il y a eu ce message. Alors mon réalisateur vous demande d'être un peu plus près du micro. Hein, voilà, ça c'est pour le petit message de service en direct. Allez-y, allez-y. Voilà. Dites-moi tout. On va parler des pêcheurs, des marins pêcheurs parce que le département est impliqué évidemment dans le soutien aux marins pêcheurs et aujourd'hui il y a une réelle crise de la pêche. Oui. Alors d'abord peut-être rappeler pour nos auditeurs que le département est propriétaire des ports de pêche du département. Il y en a 16 et donc évidemment le département est compétent pour aménager, gérer comment dirais-je, créer le cas échéant des ports de pêche. Donc on agit par ce biais-là, en disant tout de suite qu'on confie la gestion par délégation, c'est une DSP, délégation de service public, à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Bon, dire par ailleurs que la pêche est un fleuron de notre économie, c'est rappeler qu'il y a plus de 1000 emplois qui sont concernés et qu'il y a plus de 20 000 tonnes qui sont débarquées chaque année sur les criées donc de Saint-Quay et d'Erquy. Donc c'est quelque chose de considérable et ce sont des produits qui sont très valorisants pour le département puisque je pense en le disant évidemment à la coquille Saint-Jacques. Le deuxième aspect, c'est de dire que c'est un peu notre patrimoine quand même. Hein. La pêche c'est un peu notre patrimoine et qu'il y a des ports de pêche qui se sont développés autour de la pêche. Je pense à Paimpol, je pense à Binic. Chacun se rappelle ici les pêcheurs d'Islande, notamment ou Terre-Neuve, les Terre-Neuve. On convoque Pierre Loti. Voilà, quand on parle de ça. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est une source de préoccupation pour nous. Et vous le savez qu'après le Brexit, le gouvernement décide d'un plan de sortie de flotte. Alors, ce plan de sortie de flotte, évidemment, c'est autant de difficultés à venir pour les pêcheurs. Et si le département des Côtes-d'Armor n'est pas aussi impacté que le Finistère, par exemple, il l'est tout de même. Et donc, nous avons une action commune avec les départements, la région, tous ceux qui sont au cœur, les chambres de commerce et d'industrie, tous ceux qui sont au cœur de ce dispositif, pour alerter la Première ministre. Et nous avons co-signé donc un courrier pour demander un rendez-vous à la Première ministre par rapport à ce plan de sortie de flotte, mais pas seulement, par rapport aux préoccupations des pêcheurs aussi, liées au coût des carburants. Puisque... Voilà, on a ce coût des carburants, justement, vous m'avez un peu devancé, Christian Coy, mais c'est très bien, parce que justement, aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour les marins-pêcheurs, même s'il y a quelques aides substantielles, mais ça ne suffit pas. Un mot sur cette sortie aussi cette sortie d'activité, cette sortie de pêche, ça veut dire aussi la destruction de bateaux. Oui, c'est ça. Et donc, destruction de bateaux, destruction d'activités. Et donc, ça veut dire aussi une concentration sur un certain nombre d'acteurs qui est réduit. Et évidemment, des conséquences au niveau également emploi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et donc, les pêcheurs, ils veulent des perspectives. Puisqu'aujourd'hui, on parle de décarbonation également de la flotte, mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir investir. Il faut avoir des moyens, ça coûte très cher de décarboner un bateau, par exemple. Oui, bien sûr, ça coûte très cher, mais nous,
au niveau du département, on a besoin aussi de visibilité, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était propriétaire des ports de pêche, ça suppose pour nous également des moyens à mettre en œuvre pour adapter nos ports de pêche à cette décarbonation, donc des investissements conséquents, et avant d'investir, on a besoin d'avoir de la perspective. Alors, il y a une coordination avec les départements bretons, et il y a une coordination aussi avec la région. Est-ce que la région est un acteur, j'allais dire, précieux, essentiel, oui? La région est essentielle, puisque la région a la compétence économie. Donc, évidemment, c'est un acteur incontournable dans ce dossier. Alors, on parlait tout à l'heure, on a parlé de transition écologique, on est passé peut-être un petit peu rapidement sur l'aspect social. Alors là, on parlait des marins-pêcheurs, mais il y a aussi un aspect social sur la transition écologique. Ce sont les logements. Aujourd'hui, on a beaucoup de costarmoricains qui ont d'anciennes maisons. C'est très beau, hein, c'est très joli. Hein. Il ne s'agit pas de les raser, oui. On est bien d'accord, fort heureusement. Mais ça pose aussi un problème, c'est l'isolation, là encore, cette transition énergétique qui est dure à faire. Est-ce que le département apporte des aides à ce niveau-là? Il y en a déjà quelques-unes au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'essayer de coordonner ces aides, parce que c'est des fois un peu compliqué pour monsieur, madame, tout le monde de dire voilà, je veux économiser l'énergie, je voudrais bien isoler ma maison, mais voilà, l'État d'un côté, le département, la région, comment on fait? Oui, alors d'abord, on aide très directement les personnes qui ont des logements, alors on appelle ça des logements indignes, mais c'est souvent des logements qui n'ont justement aucune isolation, ou qui ont des investissements à refaire au niveau des toitures, au niveau des ouvertures. Donc on intervient à ce niveau-là. Deuxièmement, on intervient aussi, puisque on parle du social, mais des personnes qui sont en grande précarité énergétique. Hein, aujourd'hui, à travers le Fonds social logement, nous intervenons. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, hein, nous envisageons de faire évoluer le dispositif pour être encore au plus près des personnes qui sont en situation de précarité. Alors c'est dans les tuyaux, hein, c'est pas encore annoncé, mais ça devrait l'être. Et enfin, on réfléchit également à une politique logement plus affirmée, en accompagnement d'autres partenaires, et évidemment pour faciliter cette transition écologique. Avec aussi sur le logement cette tension aujourd'hui, c'est pas simple de se loger dans les Côtes-d'Armor, voilà. Est-ce que là aussi il y a des dispositifs à mettre en place plus tard, justement là encore sur le moyen terme, le long terme? Même sur le court terme, puisque nous sommes en réflexion pour mettre en place un office foncier solidaire. C'est un dossier que le département a ouvert avec toutes les intercommunalités au début de cette année, et nous avons confié ce dossier-là à un cabinet d'études qui nous a fait une étude d'opportunité. Nous en sommes à l'étude de faisabilité maintenant, et les intercommunalités vont devoir décider dans les semaines qui viennent s'ils viennent dans l'office foncier solidaire costarmoricain porté par le département. Et je rappelle que la moitié du coût du fonctionnement et la moitié du coût de l'investissement est pris en charge par le département. Et l'outil, il est simple, il est de dissocier le foncier du bâti et de veiller donc à ce que les primo-accédants, ce qu'on appelle ceux qui investissent pour la première fois dans le logement, puissent avoir les capacités nécessaires donc pour pouvoir porter un investissement. Alors, vous l'avez dit, il y a de grandes tensions, la situation n'est pas la même au niveau de tout le département. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes non plus. Mais moi, qui suis habitant d'une commune rurale, je constate quand même qu'il n'y a pas grand-chose à louer. Et quand il y a quelque chose à louer, il y a beaucoup de demandeurs. Et que, là aussi, malgré tout, les prix sont à la hausse. Donc, c'est une préoccupation, je dirais, générale costarmoricaine. Et l'Office foncier solidaire sera un outil avec d'autres, parce qu'il existe d'autres outils, évidemment. Nous avons nos bailleurs sociaux qui sont là pour porter la politique du logement. Et vous savez que Terre d'Armor Habitat est quand même le bras armé du département, hein, avec Saint-Brieuc-Aglo. Et donc nous avons la volonté, évidemment, de développer l'investissement pour faciliter l'accès des habitants à la propriété. Alors, ou à la location. Ou à la location, voilà, c'est important de le préciser, Christian Coy. Il nous reste les 5 petites minutes. On va
parler de mobilité. Alors même si la mobilité, c'est quand même plutôt la compétence de la région, mais aujourd'hui, on s'aperçoit, vous parliez à l'instant des territoires ruraux, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a plus de difficultés quand on habite le centre Bretagne pour se déplacer, pour venir à Saint-Brieuc travailler, par exemple, ou dans d'autres endroits, que lorsqu'on habite à Saint-Brieuc, justement, où on peut presque se passer de voiture, prendre le bus, les transports en commun en règle générale. Est-ce que là, il y a une idée à développer avec la région, par exemple, pour coordonner les transports, en particulièrement en zone rurale, et essayer de les renforcer? Il y a une véritable demande. On entend beaucoup de nos auditeurs qui s'interrogent justement sur ce manque de transport. Oui, alors évidemment qu'on travaille avec la région par rapport à la mobilité. Moi, je pense par exemple au ferroviaire, ligne Lamballe-Dole-Dinan. Voilà quelque chose dans lequel nous sommes partenaires avec l'État, mais avec la région aussi, donc sur le ferroviaire, mais également sur les schémas de mobilité. Et tout à l'heure, je vous parlais des contrats de territoire. Sur l'année de transition là, qu'on met en place, on met en place une enveloppe de 3 millions d'euros, par exemple, avec les intercommunalités. Je constate que plus de la moitié de ces enveloppes-là sont utilisées pour favoriser les mobilités. Alors, il s'agit des mobilités douces, le vélo, notamment, mais il y a aussi des actions qui sont menées donc par les intercommunalités dans différents domaines et le département est un partenaire donc avec d'autres. Voilà, donc renforcer toujours et encore. Aujourd'hui, alors un petit mot de culture, on est à la radio, un petit mot de culture. Aujourd'hui, on sait que le département des Côtes-d'Armor, et c'est là-dessus qu'on terminera, est très attaché au développement culturel. Là aussi, il y a un véritable effort. Est-ce que la culture aujourd'hui, on a commencé par l'Ukraine, est-ce que la culture aujourd'hui, c'est un élément essentiel de la vie ? C'est fondamental. Quand on est en situation de crise, comme l'on connaît, que vous allumez la télé, qu'on vous annonce catastrophe sur catastrophe, je trouve que c'est un vecteur d'émancipation et un vecteur important pour chacun, pour sortir du quotidien et s'ouvrir à autre chose. On sait que le département est très impliqué, en tout cas dans le soutien du spectacle vivant, dans le soutien des expositions aussi. Est-ce que, alors là, on va prêcher pour notre chapelle, pour la culture justement, est-ce que ça va être un effort qui va être à accentuer dans les années qui viennent, l'aide à la culture ? Alors, accentuer, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenu, ça c'est sûr. Sur le prochain exercice budgétaire, on n'a pas l'intention de réduire le budget culture, qui est très important quand même, il faut le souligner au niveau du département, puisqu'on y consacre plus de 7 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qu'on entend préserver et donc on entend être là au plus près des acteurs, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse avoir accès à la culture. Parce qu'on parlait tout à l'heure des compétences du département au niveau social. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des abonnements. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir accès à la culture. Eh bien, nous, notre action vise à faire en sorte que tout un chacun puisse profiter autour de chez lui de tous les espaces culturels. Voilà, il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire, Christian Coye, mais là je vais devoir rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et vous êtes donc venu en direct au micro de Bretagne 5 pour parler de ce département qui bouge. Allez, on peut le dire, ça fait un peu formule, mais on peut le dire. Merci beaucoup Christian Coye et très belle journée. Merci, et puis vous savez que le département soutient Bretagne 5 et a l'intention de continuer à soutenir Bretagne 5. Merci. Eh bien, je vous en remercie au nom de la rédaction et de toute l'équipe. Merci infiniment. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.